Hello, bonjour tout le monde, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va ensemble débriefer sur ce voyage au Japon, celui que j'ai effectué il y a quelques semaines et celui que vous découvrez via les vlogs. Ici, l'idée pour moi, c'est après réflexion, avec tous les souvenirs que j'ai, avec tout ce que j'ai pu noter durant mon voyage, de vous parler à cœur ouvert de ce que j'ai aimé et de ce que j'ai moins aimé au Japon. De vous donner un petit peu mes conseils ou en tout cas mon sentiment vis-à-vis de ce voyage maintenant qu'il a été vécu et maintenant que j'ai pu mûrir un petit peu dans ma tête ce qui a pu se passer. Le moins que je peux vous dire, c'est que je suis assez surprise. Ce qui m'inquiétait, c'est relativement bien passé. Et à l'inverse, je me serais pas forcément attendue aux points négatifs, aux choses que j'ai mal vécues là-bas. Ainsi, si vous êtes prêts et intéressés, je vous propose de commencer juste après l'intro. Alors la première chose que je souhaiterais faire pour débuter cette vidéo, c'est de revenir un petit peu sur la réflexion que je vous partageais dans une de mes vidéos précédentes, celle où je vous faisais la présentation du voyage, l'annonce. Je vous disais que j'étais un petit peu inquiète quant à la question de la prévisibilité du Japon pour moi, qui suis quelqu'un qui me suis beaucoup documentée depuis des années à son sujet. Et je peux vous dire, et d'ailleurs certains d'entre vous me l'avaient écrit en commentaire, d'ailleurs merci pour l'accueil que vous avez fait à ce voyage encore une fois. Ce que je peux vous dire, c'est que vous serez toujours surpris. C'est absolument une expérience unique. Le fait de la vivre, déjà, ça n'a rien à voir avec le fait de regarder les autres la vivre à travers un écran en plus. Il y a des aspects tout à fait inattendus du Japon que j'ai quand même découvert. Par exemple, à titre anecdotique, les voitures au Japon qui n'ont rien à voir avec celles qu'on a en France. Et ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Donc ça fait comme des petites camionnettes et elles sont quasiment toutes électriques. Donc c'est des voitures qui sont beaucoup plus hautes et que moi je trouve vraiment vintage, hyper jolie. De la même manière, avant de partir, je me préoccupais beaucoup de la question de la fatigue sociale. Je pensais que ça allait être vraiment quelque chose de limitant au Japon pour moi, le fait qu'il y ait autant de monde. Et c'est pour ça que j'avais refusé qu'on prenne une guest house avec Chloé et qu'on avait littéralement pris nos logements entiers. Finalement, et peut-être aussi un petit peu grâce à ça, j'ai pas du tout eu l'impression d'être submergée par trop de stimulation sociale ou environnementale. Au contraire, je me sentais relativement calme et apaisée pendant ce voyage. Il y a aussi un sujet qui était une source d'angoisse pour moi, vous vous souvenez peut-être, c'est cette notion de toujours mettre l'accent sur la saison et le surtourisme. Et pour le coup, ça c'est peut-être la plus grande surprise du voyage. Je n'ai absolument pas eu l'impression qu'il y avait du tourisme de masse, ni même du tourisme particulièrement à cette période-là, parce que j'ai croisé très peu de touristes. À Tokyo, je l'ai pas du tout ressenti. Quand on est parti sur la bordure d'Osaka et vers le mont Fuji, je ne l'ai pas ressenti. C'est peut-être à Kyoto, dans certains lieux très touristiques, qu'il y avait un petit peu de monde, mais ça restait tout à fait raisonnable. On pouvait très bien marcher sans être tous collés, on pouvait faire nos photos. J'ai très très peu entendu parler une autre langue que le japonais. J'ai entendu un peu d'anglais, un peu d'espagnol, un peu de français. Mais voilà, simplement, je pense qu'on était dans une période finalement où il n'y avait pas tant de touristes que ça. Donc pour rappel, on est parti du 24 août au 8 septembre, quelque chose comme ça. C'était aussi un moment où il y avait les typhons dont on entendait beaucoup parler, et c'est pas impossible que du coup il y ait des gens qui aient pu annuler leur voyage malheureusement ou heureusement, hein. En tout cas là où moi et Chloé nous étions, il n'y a absolument pas eu de difficultés vis-à-vis du typhon. On a entendu que les transports allaient s'arrêter de telle date à telle date, ça n'a pas impacté notre itinéraire et on s'est rendu quand même à l'endroit où il y aurait pu y avoir quelque chose vis-à-vis du typhon, mais en fait il a juste plu un petit peu. Enfin, il y avait quelque chose de l'ordre un peu de la précipitation en France. On recevait des messages, mais sur le lieu et notamment quand on est un peu éloigné du typhon, c'était carrément ok. C'est vraiment pas un mythe, on peut manger aisément entre 3 € et 7 € et des quantités qui sont copieuses et de la nourriture qui a été quasiment tout le temps excellente, avec évidemment des endroits qui nous ont plus plu que d'autres, mais globalement l'expérience culinaire elle est presque parfaite, franchement
C'était excellent. Et c'est un vrai plaisir en fait d'être dans un pays où ça coûte pas la peau des fesses, pour être poli, de se nourrir correctement. Et je vous dis ça parce que j'ai vraiment très le seum d'être allée faire mes courses ce matin. Enfin des courses. J'ai vraiment acheté de quoi faire un repas et j'en ai eu pour 10 € et ça donne envie de pleurer. Hein. Ça c'est dur je trouve. Bon, sinon, au niveau de ce que j'ai apprécié, je voulais vous parler des normes quand même esthétiques. Hein. Enfin, ce que j'ai apprécié surtout, c'est voir à quel point, c'est quelque chose qui me fascine beaucoup, d'un pays, d'une culture à l'autre, eh bien, c'est différent. Ce qu'on encense, ce qu'on considère comme étant beau. Donc, il y a vraiment des canons de beauté déjà qui sont très différents. C'est quelque chose que je savais, mais pas à ce point-là. Là, c'est vraiment sous tes yeux, quoi. Tu vois, les filles qui sont vraiment avec la peau très claire, qui prennent, je pense, une poudre avec une teinte inférieure. Et c'est hyper déroutant, parce que chez nous, c'est vraiment le bronzage qui est mis en valeur, comme étant la beauté. Il y a aussi cette façon comme ça d'être très efféminé quand on est un homme. Ça, c'est peut-être la chose qui m'a le plus marqué. Pas de poils, hein, ça je le savais, mais même dans les comportements. C'est des comportements qui, chez nous, sont considérés comme pas virils. Et je pense qu'un homme qui agirait, qui s'habillerait, qui serait en France tel qu'il est au Japon, ça serait potentiellement mal vu. Et je trouve ça déplorable, hein, on est bien d'accord. Et vraiment très cool du coup d'aller au Japon et de voir des hommes qui ont cette facilité comme ça à se comporter de façon efféminée. Parce que là-bas c'est considéré comme être quelqu'un de séduisant, quoi, de prendre soin de soi et de cultiver une certaine abnégation, douceur, voilà. Je voulais aussi vous parler un peu dans la même lignée d'un comportement qu'on a beaucoup vu avec Chloé, c'est dans les transports en commun, donc entre le moment où ils partent au travail et où ils rentrent, ils sont beaucoup sur leur portable et ils continuent comme de vivre leur vie en regardant leurs séries, en regardant les idoles. Il y a vraiment un truc comme ça on continue la journée le plus longtemps possible, quoi. On continue son moment, pardon. C'est loisir. Et ça, c'est pas un truc qu'on a trop chez nous, où les trajets, c'est du style, tu mets ton casque, t'écoutes ta musique et voilà, quoi. Après, tu vas travailler, il y a une vraie scission. Là, on dirait vraiment, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas, qu'ils veulent à tout prix rester le plus longtemps possible dans l'amusement avant de commencer le travail. Et en même temps, qu'est-ce qu'ils travaillent, hein. Ensuite, je voulais vous parler d'un truc que j'ai bien aimé, mais c'est vraiment anecdotique, c'est les coin lockers. Donc ça, si vous allez au Japon, que vous êtes chargé, oui, c'est payant, mais c'est pas très cher. C'est, vous savez, ces espèces de box là où on peut laisser, en fait, il y en a plein dans les gares, nos affaires, nos valises et les enfermer jusqu'à revenir. Et nous, ça nous a pas mal soulagé. Ensuite, je voulais vous parler d'une expérience pour laquelle je misais pas grand-chose, mais que je retiens vraiment dans mes meilleurs souvenirs du voyage et de ma vie. C'est le musée du manga à Kyoto. On n'en entend pas trop parler, voire même j'en avais jamais entendu parler. En fait, c'est carrément quand on a pris le logement à Kyoto qu'on a regardé un peu la carte pour voir ce qu'il y avait autour, les quartiers, que j'ai vu, voilà, le petit truc musée du manga sur plan. Et j'étais vraiment subjuguée par ce que j'ai vu. Même Chloé, qui est pas forcément adepte des mangas, elle garde ce musée comme étant l'un de ses meilleurs souvenirs. Donc c'est dire à quel point il est incroyable, c'est le musée international du manga et il porte très bien ce nom-là. Franchement, c'est très qualitatif, c'est les meilleures expériences en fait, je pense, quand tu t'y attends pas. Moi je pensais vraiment que ça allait être un musée un peu vieillot, avec peut-être des manuscrits, des photos de personnes qui ont marqué le manga à une époque qu'on ne connaît plus du tout aujourd'hui. Et en fait, ça n'a pas du tout été ça. C'était des mains de mangaka moulées dans du plâtre qui tiennent leur stylo ou leur crayon. Et puis les dessins qu'ils font derrière. C'était une bibliothèque qui allait de A à je sais plus quelle lettre, avec tous les classiques du manga dans la première édition japonaise, comme dans une bibliothèque où on pouvait se servir, lire. C'était une salle entière qui allait de 1974 à 2000, je sais pas combien, avec des étagères comme ça sur des mètres de hauteur, où on pouvait retrouver du coup les mangas par année de publication. Beaucoup de choses qu'on n'a pas pu comprendre et lire, mais qui étaient de la documentation sur la naissance du genre du manga. Enfin voilà, c'était un musée d'une haute qualité. Puis voilà, pour finir simplement, je vous ai noté qu'on a passé un très bon moment à Sushiro.
Donc c'est vraiment le fast-food des sushis, et même il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses, hein. Des bouillons, des desserts, des boissons. C'était vraiment chouette. On a bien mangé pour 10 € à peine. Donc ça, c'est pas un mythe, hein, je le valide 100%. Le Sushiro au Japon, c'est le top. Une très belle expérience enfin que j'aimerais vous partager, c'est la rencontre avec les locaux qu'on a faite sur le dernier jour au Japon. Donc c'était à Mizuma. On a en fait des personnes qui nous ont souri dès notre arrivée un peu partout, des gens qui nous ont aidés aussi à trouver où était le train. Il y a même une famille avec des personnes âgées qui sont venues nous demander comment on allait, d'où est-ce qu'on venait, et puis qui ont pris une photo avec nous, qui étaient tout contents de nous rencontrer. C'était le jour et la nuit avec ce qu'on a vécu pour le reste du voyage, et ça nous a vraiment rendu très heureuses pour le coup d'avoir cette expérience humaine si chaleureuse. On passe maintenant à ce que j'ai moins apprécié durant ce voyage. Je voulais commencer par le début en fait, hein, quand on était à Osaka le premier jour. On a payé à l'entrée, en fait on était allé à gauche, et c'était simplement pour voir l'intérieur d'un temple, mais qui avait rien de particulier, quoi. C'était vraiment une maison en hauteur avec un plancher, et c'était vide, et bon, j'ai trouvé ça un peu attrape-touriste, quoi. Et du coup ensuite on n'est même pas allé voir le vrai château pour le coup, parce que voilà, on était épuisés, on avait soif, on avait perdu trop de temps, enfin voilà. Simplement, allez tout droit si vous allez au château d'Osaka. Ensuite, concernant Nagoya, je voulais vous parler un petit peu de l'expérience au parc Ghibli. Donc, je savais pas trop où le placer entre ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, parce que j'ai adoré aller faire le parc Ghibli. Je pense que quand on est un passionné des animés de Miyazaki et des studios, bah, c'est une expérience dans tous les cas qui sera fantastique à vivre. Après, quand on a débriefé avec Clotilde, qui, elle, a moins cette appétence et cette passion-là pour ces films qu'elle connaît vraiment pas tous, pour le coup, c'est vrai que le parc, en tant que tel, il laisse de la place à notre esprit critique, on va dire. C'est un parc, en fait, qui est très spacieux, que moi, j'ai trouvé même trop spacieux. C'est-à-dire que il y a comme des monuments Ghibli, par exemple le château ambulant qui est là, et puis la maison de Totoro qui est là-bas, et puis la maison de Kiki qui est là. Et en fait, ça fait que tu marches énormément, ce qui se comprend dans le sens où ça permet de diffuser un petit peu les touristes dans le parc. Ça, je l'entends tout à fait, et c'est le ressenti qu'on a en plus, hein. J'ai vraiment pas trouvé qu'il y avait énormément de monde et que c'était un enfer à cause de ça, pas du tout. Mais l'inconvénient que j'y ai perçu, c'est que du coup, on sent pas que il y a du lien entre les différents lieux. Ça fait vraiment un espace presque vide où on marche vers un autre lieu. Et ce qu'on s'est beaucoup dit avec Clotilde, c'est que ce parc, il est vraiment fait pour les caméras. En ce sens où tu viens, tu fais ta photo devant Totoro, devant Chihiro. Et ça, j'ai trouvé que c'était un peu dommage. Voilà, on a trouvé, hein, parce que je sais qu'elle pense comme moi, hein, Clotilde, sur ça. C'est cool qu'on puisse avoir des souvenirs, qu'il y ait des endroits vraiment où on puisse être en photo, dans des décors iconiques. Mais voilà, il nous a manqué peut-être des attractions. Ça serait cool à rajouter, même si c'est pas forcément du tout le concept là. Même sans parler de ça, rajouter de la musique, rajouter des effets un petit peu autour de nous, rajouter plus de détails, plus de décors. J'ai l'impression que c'est comme un parc qui est pas terminé. Et la seule partie où vraiment, et d'ailleurs c'est celle que j'ai préférée, on sent que c'est soigné, c'est l'entrepôt. L'entrepôt, c'est l'endroit où il va y avoir toute la partie sur Chihiro, sur Totoro, sur Ponyo, il y a aussi Porco Rosso, enfin voilà, il y en a plusieurs, je peux entendre l'océan, le château dans le ciel, donc ça c'est super cool. Moi j'ai été carrément ravie qu'il y ait une partie du parc assez importante quand même dans l'entrepôt qui ait été dédiée à Arrietty. C'est mon animé préféré, et je sais que c'est pas Miyazaki. Mais voilà, je trouve qu'il a vraiment son charme, tant dans la musique que les décors, que les couleurs, que dans l'histoire. Et le parc Ghibli, étonnamment, il lui laisse vraiment sa place à Arrietty. Donc ça, c'est très surprenant, et ça m'a vraiment fait hyper plaisir de voir sa chambre, de voir des pièces comme ça qui sont mémorables. Voilà. On vous a noté pour ce parc, c'est le fait qu'il manque peut-être un peu d'immersion dans l'univers Ghibli. C'est un parc assez hétérogène. Il y a des choses qui sont très réussies. Par exemple, le château ambulant, je l'ai trouvé incroyable l'intérieur. Donc c'est un espace où on n'a pas le droit du tout de filmer, de photographier. Mais c'est très ressemblant et c'est incroyable d'y aller et d'être dedans.
Donc ça, c'est un côté que j'ai trouvé très réussi. Également, la maison de Aya et la sorcière, qui était incroyable. Et puis, la maison de Totoro, par exemple, je ne l'ai pas trouvée particulièrement réussie. La maison de Kiki, pour moi, c'est le flop ultime. Hein. Je trouve que c'est pas ressemblant, surtout de l'extérieur. Mais voilà, c'est hétérogène. Ça demanderait peut-être d'être un peu travaillé, mais je pense que ça fonctionne suffisamment bien pour qu'ils aient besoin de se reprendre à 2 fois. Chloé, elle a dit quelque chose qui résume un petit peu tout ça. Pour elle, ça fait plus un lieu d'exposition, un musée presque d'exposition qu'un parc d'attractions. Celui voilà qui est vraiment immersif, c'est le château ambulant, hein, je me répète, notamment parce qu'il y a des sons et ça crache de la fumée. Et lui, pour le coup, il est très réussi. Toujours dans ce que j'ai moins aimé, et là je pense que je vais en surprendre, voire en décevoir certains, j'ai pas accroché. J'ai été même, on peut le dire, déçue par le quartier de Ueno. Pourtant, j'en entends énormément de bien. Je m'attendais à quelque chose de fou. Alors, je m'attendais, en tout cas, pas de fou, mais à beaucoup aimer Ueno. Je voulais même prendre un appartement dans ce quartier-là à la base. Et finalement, j'ai pas trouvé d'endroit particulièrement beau, pas trouvé de boutique ou de restaurant qui m'ont trop marqué. Voilà. Donc, après, bon, ça dépend quel coin de Ueno. Hein. Par exemple, il y a Yanaka qui est vraiment très très proche, si ce n'est dedans, que j'ai adoré. Mais quand on est allé dans le centre, j'ai pas accroché. Ça a été aussi un peu le cas pour Akihabara, notamment parce que c'est là où on a vu peut-être le plus de touristes. Et à part les game centers, j'ai pas trouvé de manga, de boutiques incroyables, de vêtements. Non, j'ai pas été hypée comme je m'attendais à l'être. Et une autre chose que je voulais vous partager, c'est le fait qu'au Japon, il y a en fait aucun endroit où s'asseoir. Donc je pense que c'est une volonté par rapport aux SDF, peut-être, parce qu'on ne les voit jamais, les pauvres, je ne sais pas trop où ils sont, mais il n'y a pas de banc, hein, il n'y a pas de fauteuil, de siège, j'en sais rien. Hein. C'est vrai que j'ai l'habitude en France de pouvoir s'asseoir à peu près tout le temps, hein, et c'est très agréable, on va pas se mentir. Là, à chaque fois qu'on voulait s'asseoir et avec toute la marche et le poids qu'on portait et les vêtements et les chaussures et la chaleur, c'était éprouvant. Franchement, ça c'est un truc... autant, vous voyez, cette histoire de poubelle avec les déchets et tout, qui peut être gênant pour certaines personnes de devoir garder ses déchets dans son sac. Moi, ça m'a pas dérangé, par exemple. Que le fait qu'il manque des endroits où s'asseoir, je le savais pas. Et c'était compliqué et c'était saoulant de devoir à chaque fois payer quand on avait envie de faire une pause de 5 minutes, quoi. Donc payer pour aller dans un café, quelque chose comme ça. Une chose que j'ai pas aimée, vraiment on peut peser ces mots comme ça, hein, c'est la musique hyper forte qu'ils nous mettent, notamment dans les bars, mais aussi dans certains restaurants, ainsi que la clim. Il y a un abus vraiment énorme de clim, on avait super froid. Et puis cette musique comme ça, je pense que c'est de la J-pop, hein. Ça fait quand même un brouhaha. Puis en fait, il la met trop fort, c'est surtout ça. Après, chacun ses goûts musicalement. Hein. Alors, il y a aussi une chose que je voulais vous partager. Et si vous comptez aller au Japon, je vous conseille d'y faire attention. Parce que nous, plusieurs fois, ça nous a fait défaut. En fait, c'est comme dans d'autres pays comme l'Espagne ou d'autres. Hein. On fait souvent payer les couverts ou la place avec des frais en plus. Et c'est pas toujours dit dès l'arrivée. Donc des fois sur la note, on se rend compte qu'il y a des choses en plus, et c'est ça. L'eau aussi est parfois payante, ça reste quand même toujours bon marché, mais voilà, il faut le savoir et peut-être même le demander, comme ça au moins vous ne vous ferez pas avoir. J'en viens maintenant à ce qui a été le gros point noir de ce voyage, et je vous demanderai vraiment un petit peu d'empathie et de tolérance face à ce que je vais vous dire de négatif, parce que je sais que les fans du Japon auront peut-être tendance à se dire que je dénigre un pays qui m'a accueilli ou je ne sais quoi, et c'est vraiment pas le cas. Je suis hyper heureuse et reconnaissante pour ce qui a été acceptable, positif, voilà. Mais il y a aussi des choses qui ne l'ont pas été, des choses qui m'ont profondément blessée, et je tiens vraiment à en parler. J'ai presque pas hésité en fait à le faire sur YouTube. Je pense que c'est important, donc je vais assumer ma parole. Et je vais commencer crescendo en vous disant que on s'est senti très vite, même si au début je résistais un peu à ce sentiment, mais il y a des choses qui m'ont forcé d'ouvrir les yeux au bout d'un moment. Pas forcément les bienvenus.
avec des personnes qui ont une neutralité sur leur visage constante, pour la plupart, hein. Des personnes qui ne rigolent pas, qui ne sourient pas en retour, qui n'expriment pas d'émotion en fait simplement, et ne font que passer et vous croiser. Et franchement, c'est quelque chose auquel je m'attendais pas du tout. Moi, j'avais plutôt entendu que c'était un peuple qui aimait les Français, qu'ils étaient très serviables, et même si pour certains c'est sous couvert d'hypocrisie, de tatemae, de règles sociales, mais en fait nous on l'a pas ressenti comme ça. Et au-delà même du fait que bah oui, c'est un peuple qui montre peu ses émotions, et ça s'entend, hein, il y a une histoire derrière, il y a un fonctionnement qui est différent du nôtre, et sur ça je conçois vraiment que ce soit différent, bien que je trouve que d'autant plus venant du sud de la France, c'est un petit peu déroutant. Et étant en psycho et étant entourée de personnes qui montrent et qui sont fières de ressentir des émotions. Mais voilà, ça va au-delà de ça. C'est les regards en coin qui se portaient sur la poitrine de Clotilde parce que bah, elle a une forte poitrine, elle est blonde. Il y avait beaucoup de choses comme ça sous-jacentes, pas avec des gestes directement déplacés, mais avec des regards, avec des gens qui la fixent comme ça. Enfin, c'est quand même relativement gênant, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà entendu, notamment avec les vidéos de Zoé Vidéo, que j'aime beaucoup. Bon, ensuite, il y a eu les expériences où on a été poussé dans le métro avec beaucoup de violence. Ça, c'est les premières choses qui nous ont mis mal à l'aise, vraiment. Parce que, on le sait, hein, la société japonaise, elle est érigée avec des règles, voilà, des règles dans le bon comme dans le meilleur, qui font que la société et la vie là-bas, elle est agréable. En termes d'environnement, c'est propre, c'est bien rangé, on est bien d'accord. En revanche, l'humain, je l'ai trouvé vraiment laissé de côté. Et je l'ai très mal vécu, parce que c'est quelque chose qui compte dans mes valeurs principales, dans mes aspirations professionnelles, personnelles. De la même manière, pour vous raconter un petit peu ce qui fait que je vous dis ça aujourd'hui, dans quasiment tous les endroits où on a acheté des choses, notamment dans les restaurants, on a été arnaqué, hein. Peut-être que pour certains j'abuse, mais quand c'est aussi systématique, je pense que c'est pas un hasard. Avec des tickets de caisse où il y avait 2 fois ce qu'on avait mangé, on devait rester pendant des dizaines de minutes à essayer de parler parce qu'ils maintenaient que c'était bien ça. Et ça arrivait plusieurs fois, comme je vous le dis, très souvent même, sur des achats aussi qu'on a pu faire. Chloé, elle s'est acheté une ceinture noire, ça lui tenait beaucoup à cœur, elle était dans cette matinée là où elle allait au Kodokan. Je vous en ai pas parlé d'ailleurs, je le fais tout de suite. Donc en fait, c'est Jigoro Kano, donc le fondateur, celui qui a instauré le judo au Japon initialement, a créé, je crois, cet établissement, si je me trompe pas, qui est ouvert en fait en libre accès à toutes les ceintures noires du monde. Et donc on peut aller faire des entraînements comme ça, en s'inscrivant, en louant un kimono. Et du coup, Chloé fait du judo depuis qu'elle est toute petite, c'est sa passion et elle est très douée. Et donc voilà, on avait vraiment à cœur qu'elle aille faire un entraînement, ce qu'elle a fait, elle a très bien vécu cette expérience. Je vous recommande, hein, si vous aimez le judo, franchement c'était un plaisir même pour moi d'y être. Mais du coup, quand elle a acheté sa ceinture noire là-bas, alors que ça lui tenait vraiment à cœur ce moment, on est resté bien une demi-heure facile au guichet à parlementer avec des dames qui en fait nous ont clairement volé de l'argent, parce que en gros on a posé des pièces, elles se sont servies dans nos pièces très rapidement, elles ont échangé des pièces dans leur caisse, et elles ont remis des pièces, elles ont échangé, elles discutaient entre elles, elles faisaient comme si elles comprenaient pas l'anglais, et clairement il y avait beaucoup plus d'argent dans ce qu'on avait posé initialement avec des pièces de 500 yens que les 10 yens qu'elles nous ont rendus à la fin. Et alors Clotilde voulait pas du tout partir, elle voulait régler la situation et récupérer son argent. Moi aussi, hein, je voulais, mais j'étais convaincue, ce qui a fini par se passer d'ailleurs, que on pourrait rien faire, hein, parce qu'il n'y a pas de preuves, parce qu'on parle pas la même langue. Et donc carrément, elles ont appelé le patron qui nous a fait des schémas sur pourquoi est-ce qu'on avait tort et elles avaient raison, alors qu'il n'était même pas là. Bon, de toute façon, il n'y a vraiment aucune place au doute, hein. On a vu clairement qu'elles avaient pris beaucoup plus que ce qu'il fallait. Et ces expériences-là, c'est clairement de la discrimination, je pense. Et c'est très dommage, c'est très dur, je trouve, de faire vivre ça à des gens alors qu'on est tous humains. Je comprends pas, vraiment, c'est des choses qui me dépassent.
Pour vous donner un autre exemple, on était dans un transport en commun et il y avait évidemment des petites secousses. Là, on se tenait à la barre, mais ça remuait un peu, c'est normal. Et Chlo, elle a frôlé, la personne qui était à côté d'elle, c'était un homme. Il s'est retourné et puis il nous a fixé d'un air apeuré et écœuré, c'est vraiment le terme. Et il s'est tenu comme ça à sa barre, on aurait dit qu'il était effrayé. Et il a littéralement avancé d'un coup, en nous regardant. C'était très très humiliant à vivre, hein. Comme si on avait la peste et le choléra et qu'il fallait qu'il aille très vite loin de nous. Et ensuite, pendant tout le trajet, il faisait une sorte de provocation, c'est-à-dire qu'il reculait sur nous. Et puis dès qu'on avait le moindre contact, il se retournait comme ça. Et je lui laisse le bénéfice du doute à ce monsieur en pensant, parce que je cherche une explication rationnelle. Parce que pour moi, le racisme ou la discrimination, c'est pas rationnel, c'est impossible. Je me dis que peut-être il avait un trouble mental, peut-être qu'il avait peur des gens, mais en fait, c'était tellement à notre encontre, à notre égard, que je suis convaincue au fond de moi de ce que c'était, hein. Et voilà, donc ça c'était déjà une mauvaise expérience, mais j'en ai vécu une par la suite, et toujours à Kyoto, hein, ce que je vous raconte là. Donc ça fait que ce qui me reste de Kyoto, c'est plutôt un mauvais souvenir malheureusement. Là où je pensais que ça allait être ma destination préférée, et ce que souvent les gens aiment le plus. Mais en fait, ce que j'ai vécu là-bas, ça m'en a presque écœuré, vous voyez. Bon, après là, je pèse pas mes mots, mais parce que ça me prend les émotions. Je suis pas très objective. La seconde expérience à laquelle je fais allusion, c'était à nouveau dans un transport en commun. On revenait de la forêt de Arashiyama et on était tous dans un car, une espèce de bus. Et puis il était tellement plein qu'on rentrait même pas tous, hein. On était tous hyper serrés. Et moi j'étais un peu au niveau des portes, je sais pas si vous voyez les portes qui se ferment là. Et les portes pouvaient pas se fermer parce que j'étais trop proche. Mais il y avait le message qui était répété quelques fois et j'avais pas compris ce qui se passait. Et en fait, il y a un monsieur, un grand et fort monsieur, hein, qui était très en colère, je pense, du fait que j'avance pas et que du coup le bus parte pas. Ça faisait vraiment 1 minute, hein, ça faisait pas 5 minutes. Et qui m'a littéralement foncé dessus. Je l'ai vu qui est arrivé droit sur moi très rapidement et qui m'a frappé et poussé. Donc en fait, il est arrivé dans mon dos comme ça, il m'a mis une claque et ça m'a projeté en avant parce que c'était très violent. Et ça a fait le bruit et j'ai senti sa force dans mon dos et vraiment j'étais choquée à tel point que je l'ai fixé, tétanisé. J'étais incapable de sortir le moindre mot, j'étais en état de choc. Et je me suis mise à pleurer parce que je suis quelqu'un de très sensible, de très émotive et que j'ai aucune difficulté en fait à montrer aux gens qui me blessent que c'est un problème, que ça m'a fait de la peine. Donc je l'ai fixé en pleurant, j'étais incapable de faire autre chose. Et Clotilde, elle était choquée par ce qui venait de se passer. Donc elle lui a exprimé avec les mots qu'elle avait qu'il fallait faire doucement, qu'il m'avait fait mal, que c'était pas normal. Elle était décontenancée par ce qui venait de se passer, comme moi, mais on l'a pas du coup géré pareil. Et en fait, le monsieur en question, déjà ne s'est pas du tout excusé, mais surtout, et ça je comprends pas du tout, n'a exprimé aucune émotion. Il n'a rien dit, pendant même que Clotilde essayait de communiquer avec lui. En fait, il regardait dans mes yeux et il sourcillait pas. Et ça m'a choquée, mais vraiment choquée. Le plus choquant reste quand même que l'intégralité du bus a vu ce qui s'est passé, mais que personne n'a réagi. Et je me rends compte avec cette expérience que on a peut-être souvent des choses négatives à dire sur la France, mais en réalité, je suis convaincue qu'en France, quelqu'un aurait réagi, quelqu'un serait allé voir le chauffeur, quelqu'un serait venu voir comment j'allais. Il faut savoir quand même que comme personne ne parle quasiment dans les transports en commun, je sanglotais et personne ne regardait dans ma direction. Enfin, je comprends pas à quel moment il y a un manque d'humanité. Pour moi, c'est ça, hein. Je l'ai vécu comme ça en tout cas. Un manque d'empathie, je sais pas. Et donc finalement, il s'est absolument rien passé. Le mec est descendu quand il avait fini. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui va me rester, hein. C'était vraiment complexe à vivre. Carrément, après on a dû rentrer à l'appartement et stopper la journée parce qu'on était toutes les deux révoltées, dégoûtées, tristes. C'est tellement quelque chose d'important pour nous, la chaleur humaine, le soutien, l'empathie, je sais pas. La douceur,
Là, ça nous a complètement dépassés et ça a vraiment marqué un tournant dans ce voyage où finalement je vois un aspect négatif au Japon qui est suffisamment important pour que je puisse parler de quelque chose de négatif. Après, j'ai conscience que c'est mon expérience, moi, dans un instant T, et que j'ai jamais entendu d'expérience similaire. Donc je sais pas vraiment si j'ai pas eu de chance ou si je n'ai jamais entendu, mais il y en a d'autres, je sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'après ça, je ne me suis plus sentie en sécurité quand j'étais dehors. En fait, à tout moment, on pouvait me frapper dessus sans que personne réagisse. C'est ça l'interprétation que j'en ai, parce que c'est l'expérience que j'ai vécue. Et puis au milieu de tout le monde. Donc waouh, ça m'a pas mis très à l'aise ensuite quand il a fallu que je ressorte ou ce genre de choses. Et je tiens à vous le partager. J'espère que vous serez pas dur envers moi par rapport à ce que je vous raconte là, parce que vraiment, je vous le raconte tel que je le ressens. Voilà. Pas du tout pour incriminer des valeurs ou un système ou quoi que ce soit vis-à-vis du Japon. Ça n'a pas gâché mon voyage, ça n'a pas changé mon avis sur le Japon. C'est une expérience peut-être malencontreuse qui m'a choquée et qui m'a déçue. Voilà. Bon, je fais une petite parenthèse, je suis vraiment désolée pour la lumière qui a changé tout au long de cette vidéo. En fait, c'est qu'elle est tellement longue que j'ai dû m'y prendre à plusieurs fois dans la journée, ce qui fait que la lumière du jour s'est affaissée, évidemment. Donc, je vais pas tarder à conclure cette vidéo et avant ça, je voudrais revenir sur quelques points que j'ai moins appréciés du voyage, mais vraiment le point noir, vraiment la chose que j'ai mal vécue, c'est le côté humain, comme je vous l'ai dit. Mais j'ai aussi noté que ça c'est plus rigolo qu'autre chose. J'ai pas été hyper fan des toilettes japonaises. Je sais que ces toilettes-là, elles ont énormément de succès. J'avais beaucoup entendu que j'allais plus pouvoir m'en passer quand j'allais rentrer en France, que c'était révolutionnaire. Tu dois remettre ta culotte et c'est tout mouillé, tout humide. Enfin, j'ai pas compris la hype. C'est vraiment pas un truc que j'ai kiffé et que j'ai utilisé, voilà. D'ailleurs, les premières fois, c'était un calvaire parce qu'on appuyait sur les boutons pour tester, le truc, il t'envoyait de l'eau de partout. Je me levais, il y en avait dans la tête de Clotilde, on n'arrivait pas à l'arrêter, enfin, c'était très très drôle. Ce que je voulais vous dire également dans ce qui a été moins appréciable dans ce voyage, c'est les problèmes de connexion. Et donc là, à nouveau, je comprends pas, j'ai l'impression d'être seule au monde avec mes problèmes. J'ai téléchargé Ubigi, vous savez, cette application dont tout le monde parle, on va pas se mentir, qui permet d'avoir une eSIM où tu payes des gigas selon le temps et la quantité dont tu as besoin. En fait, ça a planté, il y a eu un problème technique pendant une demi-journée. Et en plus, une journée où on devait partir de Kyoto pour aller à Kaitsuka. C'était le dernier jour, vous savez, sur la périphérie de Osaka, juste la veille de prendre l'avion. Et en fait, effectivement, on se confronte au fait que vivre sans Internet, c'est vraiment très compliqué. En tout cas, vivre un voyage dans un pays aussi étranger à nous. Et carrément, au lieu de prendre le métro, tellement on s'en sortait pas, on a fini par marcher encore. Il y a toujours des points avec du wifi et tout ça, mais ça change quand même la donne. Et ça m'a surtout vraiment saoulée, parce que j'avais économisé correctement mes gigas, j'avais tout bien géré. Et du coup, je suis partie du Japon en laissant 3 gigas jamais utilisés et une matinée dans les fesses. Après, on a reçu un mail, il y aurait eu un problème technique. Quoi qu'il en soit, je ne recommande pas, du coup, parce que franchement, c'est l'angoisse, quoi. Une autre chose qui n'a pas été super agréable, c'est les rabatteurs dans les rues. Ça, c'est assez connu pour le coup, mais c'était vraiment très très relou de marcher dans des rues et tu veux regarder la carte ou tu veux regarder l'extérieur d'un point de restauration et il y a toujours quelqu'un qui est là, qui essaie de te regarder, de te parler, de t'appâter. Et attention, j'ai vraiment de la compassion pour les gens qui font de ça leur métier, parce que ça doit être très fatigant de répéter toute la journée la même phrase en plein cagnard avec ta pancarte et de te prendre des vues de tout le monde. Franchement, c'est très éprouvant. Ça, c'est un truc aussi qu'on a remarqué caractériser vraiment le Japon, c'est de donner des métiers qui n'existent pas en France et qui sont très éprouvants aux gens, et notamment aux personnes très âgées, comme toutes ces personnes qui font la circulation, qui font rentrer les voitures, mais très honnêtement, je comprends pas à quoi ça sert de mettre un mec avec un sifflet et une lumière rouge comme ça
Enfin, la voiture, elle peut très bien y aller, les gens s'arrêtent, enfin, c'est du bon sens, quoi, je comprends pas. Mais bon, j'imagine que c'est pour donner de l'emploi, pour faire fonctionner le système. On connaît un petit peu tout ça. Et à propos de cette insécurité dont je vous parle là, il s'est aussi passé quelque chose qui nous a beaucoup inquiété, effrayé. C'était notre dernière nuit à Kyoto dans une petite maison traditionnelle qu'on avait louée et qui en fait s'ouvrait, vous savez, c'était des portes traditionnelles, quoi. Tu les ouvres comme ça, les fenêtres c'est pareil. Et on était vraiment rassurés dans le sens où on avait entendu que le Japon c'était hyper safe. Je sais que c'est des généralités, mais du coup on part avec ça en tête. Et on n'a pas pensé un instant que ça pouvait être dangereux ou quoi que ce soit. Et en fait, un soir, dans la nuit, il devait être 1h30 du matin, quand on était dans cette maison-là, on a entendu toquer à la porte-fenêtre d'entrée, donc, trois toquements très distingués. Et ben, je peux vous dire qu'on a eu très très peur. On est sorti, il n'y avait personne devant la porte. Après, on a entendu des pas autour de la maison. On a entendu des pas derrière. Et puis de l'autre côté, c'était pareil, il y avait une porte qui s'ouvrait comme ça, là. On a eu très peur. Franchement, on a fait nos sacs à dos. On s'est dit qu'on allait dormir dans la gare, qu'on préférait ça à rester ici et qu'il puisse se passer quelque chose. Bon, finalement, il y a eu plus de bruit au bout d'un certain temps, plus aucune manifestation, donc on s'est couché. Je peux vous dire que c'était vraiment pas rassurant. On sait toujours pas à l'heure actuelle si c'était les voisins qui ont toqué, si c'était pas vraiment quelqu'un qui toquait, mais c'était un autre bruit, parce que vous savez, c'est des maisons où les murs sont très fins. Si c'était un chat, on ne sait pas, mais en tout cas, les expériences mis bout à bout, vous voyez, ça a créé un espèce de sentiment de waouh, on n'est pas forcément en sécurité, les bienvenus, et ça, c'est pas cool quand on voyage. J'ai aussi noté, et ça m'a étonnée, que les magasins ouvraient assez tard dans la matinée et que qu'ils fermaient plutôt tôt dans l'après-midi. Donc ça, c'est quelque chose que je vous donne comme un conseil. On s'est beaucoup levé très tôt en fait pour visiter un maximum, faire tout un tas de rues touristiques connues. Et en fait, tout était fermé quand on est arrivé. Donc, il y a effectivement le fait qu'il n'y ait personne. Mais moi, je trouve que le charme de ces rues-là, justement, c'est qu'il y ait le monde qu'on s'imagine. Voilà, pour les faire dynamiser, vivre, que les magasins soient ouverts. Une remarque supplémentaire qu'on a pu noter avec le tilt, c'est le fait que les Japonais, contrairement aux Américains, par rapport à la France, mangent plutôt des petites portions, à tel point qu'on s'est retrouvés dans un McDo, par exemple, et en fait, les Japonais, ils viennent et ils mangent un wrap ou ils mangent un mini burger, et enfin, limite des Happy Meal chez nous, là, les menus pour enfants. Pareil, les boissons, elles sont plus petites et c'est très étonnant, en fait, c'est fait différemment. Dans les combini, il y a souvent un gâteau qui est très emballé, mais un gâteau. Et pour le coup, je vous en avais parlé dans la vidéo dégustation, qui est dans le vlog 3, il me semble. Mais ça fait très bizarre, ce genre de choses auxquelles je ne m'attendais pas. En conclusion, sur ce voyage, je vous dirais que j'ai vécu évidemment la plus belle expérience de ma vie. Et je compte toujours retourner au Japon. Ça reste un pays qui me passionne, un pays qui, je le pense, a eu autrefois une importance dans ma vie. Si je me confie à vous vraiment sur mon interprétation spirituelle de ce voyage et de ma vie, peut-être que vous me prendrez pour une personne perchée. Et peut-être que ça vous parlera et qu'on pourra en discuter. Donc je vais tenter le coup là. J'espère que je ne vais pas passer pour une folle. Parce que je sais que dans notre société en France, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment accepté comme étant normal. Mais voilà, je me livre de toute façon dans ce format. J'ai l'intime conviction que j'ai été japonaise dans ma vie antérieure. Parce que mon physique et mon psychique, avec les problématiques que j'ai à un niveau personnel, donc de rigidité, de contrôle, font beaucoup écho à cette société japonaise. Et je suis quelqu'un qui exprime des émotions très intenses, on pourrait dire hypersensible, même si c'est un peu controversé pour moi d'utiliser ce terme. En tout cas, je suis très émotive et ce que je ressens après être allée au Japon, après avoir vécu ces expériences humaines un peu violentes, un peu choquantes, et en même temps de m'être sentie autant apaisée, sereine, à ma place au Japon,
au niveau de l'environnement, c'est que probablement que la vie que je mène aujourd'hui, cette réincarnation en France, elle serait peut-être là pour dénouer les difficultés et les barrières que j'ai pu avoir dans mon ancienne vie. Parce que justement, la France, et je m'en rends compte maintenant encore plus, c'est un pays de liberté d'expression, où on prône le fait d'exprimer, de s'affirmer. Et en plus de ça, je me suis quand même engagée dans un parcours professionnel qui est la psychologie, que j'étudie depuis 5 années à la fac. Et c'est une appétence que j'ai depuis toute petite. J'ai toujours été une enfant très sensible, très attentive, très analytique. Et pour moi, cette histoire-là que je me suis entendue raconter, on va dire, elle fait sens. Et du coup, c'est vraiment ça que signifie pour moi le Japon et la France et la vie. Voilà. Et la perception pour l'avenir que j'ai, c'est le fait que ma formation en psychologie, j'ai aussi beaucoup dansé en France. C'est peut-être quelque chose qu'il faudra que je ramène au Japon tôt ou tard pour apaiser un petit peu peut-être des difficultés qu'ils peuvent ressentir. Alors je ne sais pas si j'arriverai à amener la psychologie, ça serait mon rêve absolu, mais je pense que ça demande un niveau de maîtrise de la langue qui est quand même très profond, très subtil. Peut-être que c'est un des métiers où il y en a le plus besoin justement. Alors je pense peut-être à travailler en thérapie sous autre chose que le format de la langue, peut-être par le corps. Mais en tout cas, je pense que mon chemin avec le Japon et cette passion, il n'est pas terminé. Que justement, les expériences que j'ai vécues, c'est pour affiner encore un peu plus la représentation de la vie que je souhaite mener et trouver encore plus de sens à mon existence, chose à laquelle je pense et sur laquelle je réflexionne souvent. Plus concrètement, si on se détache un petit peu de moi, je vous dirais que j'ai vécu une très belle expérience à Tokyo et à Kaizuka. Également, quand on est allé du côté de Fuji Yoshida, vers le mont Fuji. Je me suis moins plu à Kyoto parce qu'il y a eu, comme je vous l'ai dit, ces événements-là, mais aussi parce qu'en fait, il y a eu énormément de temples à Kyoto. Et c'est horrible ce que je vais dire, je me juge moi-même, mais je dirais presque trop. En ce sens où il y a eu un moment carrément où on n'était plus aussi hypé de voir un temple parce qu'il y en a à gauche, à droite, en face, derrière, dans l'angle. Et c'est un puits historique, Kyoto. Pour ça, c'est génial. Mais je trouve ça encore plus intéressant un endroit comme Tokyo où on a un condensé de tellement de choses différentes au même endroit. Donc finalement, mis bout à bout, je pense que Kyoto, il y a eu plusieurs choses qui m'ont chafouinée. Et que si je retourne au Japon, ce sera pas ma priorité de retourner à Kyoto. J'aimerais y retourner un jour, mais voilà, pas en priorité. Puis j'espère que ça se fera pour très bientôt, ce prochain voyage. Vous concernant, j'espère que vous aurez apprécié suivre tout ça à mes côtés, que les vlogs vous auront plu. J'ai vraiment essayé de faire au mieux. Je sais que c'est pas parfait, franchement, j'en ai bien conscience. Reste que j'ai profité pleinement de mon voyage, j'ai pas voulu tout filmer, j'ai pas pris forcément le temps de tout faire à la perfection parce que, tel que je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, j'avais surtout à cœur de vivre ce voyage et je pense que j'ai réussi à le faire. Donc pour ça, je suis pleine de gratitude, vraiment très heureuse. Je tiens vraiment à vous remercier pour votre présence, votre bienveillance, parce que c'est vraiment le mot d'ordre sur cette chaîne. J'espère que vous continuerez à apprécier les contenus qu'on va partager ensemble. Et prochainement, je vous sors une vidéo que j'ai tournée avant de partir au Japon. Voilà, vidéo manga, qui est loin d'être ma meilleure, mais on arrive en force, j'espère bientôt, avec celle sur 20th Century Boy, parce que ça, c'est la lecture de l'année. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir accompagné mon voyage de votre regard. Et surtout, prenez soin de vous. C'est le plus important, de vous, de vos proches, de votre environnement de façon plus large. À très bientôt, j'espère. Bye bye tout le monde.